Nous vous proposons d'écouter dans un instant le romancier Mathias Hénard à la librairie Ombre Blanche, mercredi 11 juin 2025, auteur de romans parus chez Actes Sud, parmi lesquels La perfection du tir, Remonter l'Orénoque, Zone, Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, Déserté. Il présentait ce jour-là Nord, premier volume de Mélancolie des confins, publié aux éditions Actes Sud en dialogue avec Nicolas Vives, dans lequel l'auteur mêle histoire intime et collective lors d'une marche à travers Berlin. Bonne écoute. Allez, merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'avoir bravé la canicule. Surtout qu'on va partir dans l'Allemagne à l'automne. On va se rafraîchir, ouais. C'est ça que je veux dire. On va sérieusement se rafraîchir. Mathias, merci de nous faire encore une fois l'amitié de votre présence ce soir. Donc, Mélancolie des confins Nord, c'est le premier volume. Ce sera une série de 4. Alors, je crois qu'en fait, tout est déjà écrit, hein, parce que vous avez donné... Non, pas du tout. Ah, d'accord. J'aimerais bien, mais non, c'est pas le cas. Enfin, j'aimerais bien. Non, c'est agréable de les écrire. Non, là, je suis en train de terminer le volume 2, qui devrait sortir au printemps prochain. Ok. Parce que sur la troisième de couverture dans le rabat, il est dit qu'il y aura donc la deuxième destination, mais ça on le sait quand on termine le dernier chapitre de celui-là, c'est déjà presque le premier chapitre ou le chapitre 0 de Sud. Donc on sait que ce sera en Espagne et au Portugal. Ensuite, si j'ai bien compris, il y aura les Balkans. Et justement, quand on termine celui-là, on apprend aussi cette histoire de Trieste, de Italo Svevo. Donc le troisième commence à Trieste. À Trieste. Et c'est un voyage entre Trieste et Istanbul. Wow. Et le quatrième, ce sera l'Amérique. Mais alors, je pense que c'est plutôt l'Amérique du Sud que. Alors c'est un peu, c'est surtout l'Amérique du Sud, mais il y a aussi des trucs en Amérique du Nord, et notamment sur cette question de frontières, comme la limite de la civilisation qui avance. Cette illusion de la conquête. Illusion des confins aussi. Ouais. C'est ça. Parce que donc, alors bon, avant de passer dans le vif, je voulais repasser un peu toute la bibliographie. Vous publiez des fictions depuis 2003. Il y a eu La perfection du tir. Il y a eu Remonter l'Orénoque. Il y a eu Zone en 2008. Je crois que c'est la première fois où vous êtes venu à Ombre Blanche. Enfin, pour Zone, c'est sûr, vous êtes venu. Pour Zone, c'est sûr que je suis venu. C'est sûr. Ouais. Parle-leur de bataille de Roi et d'éléphants, évidemment. Je suis revenu. Ouais. Rue des voleurs, peut-être pas. Moi, j'aime particulièrement Rue des voleurs. Boussole en 2015. Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, c'est l'avant-dernier. Il y a eu Déserté en 2023, où vous êtes venu aussi. Et quand on regarde comme ça, vous êtes extrêmement protéiforme. Quand même. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, effectivement, peut-être parce que j'aime bien explorer, que la littérature, le roman, c'est aussi un territoire à explorer en tant que tel, dans sa matière même, et donc dans sa forme même, et peut-être aussi parce que pour moi, chaque projet romanesque ou projet de livre arrive avec une façon d'écrire. C'est-à-dire que je ne conçois pas un projet sans une forme, une langue, une matière qui aille avec. C'est pas juste c'est pas juste une histoire, c'est pas juste un voyage entre Trieste et Istanbul, c'est pas juste parler des alentours de Berlin, c'est le faire d'une certaine façon. Et c'est toujours au croisement de plusieurs choses, et dont une forme qui se fabrique et qui s'invente avec ce livre-là. C'est pour ça que mes livres sont protéiformes, j'aime bien l'idée, mais où en même temps je pense que on me retrouve quand même dans certaines obsessions, certaines façons d'écrire, certains plaisirs de la phrase, et qui finalement quand même fabriquent une certaine unité. Mais c'est vrai que, et c'est un peu aussi ce qui me fait plaisir, que j'aime bien aussi surprendre le lecteur, qui ne s'attend pas forcément à lire ce qu'il va lire. Avec cette idée constante, et là, depuis le début,
y compris sur les titres dont j'ai pas parlé, parce qu'il y avait l'alcool et la nostalgie, et puis celui sur Barcelone, la société. Ça, c'est un recueil de poésie. Oui, Ouais. Dernière communication à la Ouais. Société proustienne de Barcelone. Mais cette idée des lieux, justement. Et que moi, je crois que, j'aimerais vous poser la question, comment les lieux appellent aussi appellent des fictions. Parce qu'à chaque fois, que ce soit que ce soit l'Orénoque, que ce soit Zone, que ce soit Istanbul pour les parleurs de bataille, voilà, à chaque fois, les lieux sont quand même très importants. Oui, bien sûr, non, c'est vrai. Les lieux sont même peut-être primordiaux, au sens où ils participent de ce que je disais tout à l'heure, de ce croisement avec une histoire, une façon d'écrire les personnages. Il y a la plupart du temps un lieu. Même le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs est vraiment fabriqué autour d'un lieu. Qu'est-ce qui est ma région natale, dans l'ouest plat de la France. Et oui, celui-là, par exemple, voilà, c'est autour de Berlin. C'est vrai que il y a l'esprit du lieu, en tout cas, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on peut voyager aussi en creusant un matériau d'une façon littéraire, et pas, bien sûr, le voyage physique, l'arpentage, la promenade, ça c'est des choses qui me passionnent, mais aussi le voyage en littérature. Et comment est-ce que l'esprit ou la possibilité de la ville, on peut le lire comme ça, comme étant une possibilité de la lecture, de la présence des hommes à travers la ville qu'ils habitent. Alors néanmoins, dans le projet de Mélancolie des confins, il y a quelque chose, j'ai l'impression, d'un peu neuf. C'est un jeu plus assumé, c'est-à-dire une écriture autobiographique qui... Parce que j'ai rebalayé un petit peu toute votre biblio, et c'est vrai que... Alors peut-être l'alcool et la nostalgie, le personnage s'appelle Mathias, mais ça pourrait ne pas être vous non plus. C'est pas moi du tout. Non, il s'appelle Mathias, mais c'est pas moi du tout. Ouais. Il s'appelle Mathias pour une raison... un peu annexe. Ouais. Bon. Mais alors que là, la matière autobiographique, et j'ai l'impression qu'elle se corrèle complètement avec cette question de la mélancolie, en fait. Oui, c'est vrai. Alors c'est la première fois, effectivement, que je raconte réellement. D'abord, c'est la première fois que je fais un récit sans fiction, où je n'invente rien, ni lieu, ni personnage. Tout ce que je dis dans ce livre-là est advenu parce qu'on me l'a raconté, ou parce que je l'ai vu moi-même, ou parce que je l'ai lu dans un livre, voilà, en gros. Et le jeu qui parle, effectivement, c'est moi. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Alors, après, quand on se raconte, ou en tout cas quand on utilise des souvenirs personnels, il y a toujours forcément une distance par l'écriture qui se fabrique entre ma personne et moi, je trouve mon narrateur beaucoup plus sympathique que moi, par exemple. Il est plus marrant, tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est nouveau, ouais, pour ce cycle. Alors, comment j'en suis arrivé là? Justement, peut-être parce que j'ai eu 50 ans et puis que je me suis dit, là, il est temps. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, en fait, c'est un peu un hasard. J'ai commencé ce livre il y a une dizaine d'années, en réalité. Mais vraiment dans l'ordre. Et parce que je voulais raconter, surtout rendre hommage à celle qui est vraiment au centre de ce récit, et que j'appelle qui était une de nos meilleures amies, qui a eu un grave accident vasculaire cérébral à Berlin il y a 10 ans exactement. Et à partir de là, voilà, j'avais commencé déjà l'année d'après, ou 2 ans après, à écrire le début de ce livre. Puis je l'avais un peu écarté parce que je trouvais ça trop triste, j'avais pas envie de me replonger là-dedans. Et en fait, ça m'est revenu aussi en retournant à Berlin de plus en plus souvent. J'ai retrouvé un peu le plaisir d'être à Berlin, et j'ai pu continuer, poursuivre, voilà, cette espèce d'exploration qui allait au-delà de l'hommage à eux, et qui raconte aussi d'autres choses qui sont survenues à Berlin dans ces années-là, on va dire entre 2000, aux alentours de 2015, 2012 et 2017. Le livre est alors pour ceux qui l'auraient pas lu, donc on commence avec effectivement cette visite. D'ailleurs, c'est très étonnant, mais en fait, vous commencez le livre pas en disant je, mais en disant nous.
Oui, c'est vrai, parce que ça aussi, ça me coûte peut-être. Le jeu vient un petit peu après. Ouais, j'ai plus de mal. J'avais encore du mal à dire je, et donc j'ai commencé par dire nous, en me disant bon, je vais un peu me fondre dans ce nous. Et puis peut-être après, j'ai assumé le. Puis ce nous au départ va rendre visite donc à eux dans un hôpital spécialisé pour les problèmes neurologiques, un petit peu à l'extérieur de Berlin. Et après la visite, alors là le livre est sombre au début, puis après il s'éclaire énormément avec même des passages au milieu autour de l'amitié, mais on en parlera de l'amitié. Et puis retour à Berlin et déambulation ce soir d'automne à Berlin où vous allez partir vers la librairie Büchner, pas très loin de là où vous habitez, et on vous suit en fait dans ce trajet dans Berlin. Et tout est prétexte à afflux de mémoire, tout est prétexte à laisser vagabonder l'esprit. Exactement, dans le passé ou même pas dans l'avenir vraiment, mais pas loin. Oui, tout à fait. Alors, cet endroit où commence le livre, c'est un peu ce qui va donner, son ton au récit, parce que c'est alors c'est un ancien sanatorium, le plus grand sanatorium d'Europe, construit à la fin du 19e siècle, au sud de Berlin, dans un endroit qui s'appelle Belitz, et qui est connu étrangement aussi pour ses asperges, les Belitzer Spargel qu'on trouve partout sur les cartes des restaurants à Berlin au printemps. Et ce sanatorium a eu un destin incroyable. D'abord, il faut voir que c'est vraiment gigantesque. Il y a une gare spécialement pour le sanatorium, pour Belitz-Heilstätten. Donc on est à 30 km de Berlin, dans la plaine. Et là, au milieu de forêts de pins et de sapins, de résineux, il y a beaucoup de bâtiments disséminés à distance les uns des autres. Mais on parle de quand même plusieurs dizaines d'hectares de bâtiments qui formaient ce sanatorium et qui sont tombés en ruine petit à petit. Ils sont passés par beaucoup de choses. C'est devenu ensuite. C'était en Allemagne de l'Est. Alors c'était en Allemagne de l'Est, oui, mais avant c'était un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. C'est là que Hitler a été soigné, par exemple, de ses blessures. Ensuite, ça a continué à être un hôpital et un sanatorium jusqu'à ce que les Soviétiques, puisque c'était effectivement dans la zone d'occupation soviétique, et ensuite en Allemagne de l'Est, en face un des bâtiments. Un hôpital militaire qui va durer jusqu'à après la chute de l'Allemagne de l'Est. Les Russes sont partis, ont quitté cet hôpital militaire dans les années 94. Et donc après, pendant les 20 ans qui suivent, ça a été complètement abandonné, à part une clinique, qui elle est moderne, étrangement, qui se trouve tout près de la voie ferrée. Et donc maintenant ça commence à être un peu réhabilité, mais c'est un endroit absolument incroyable, fantomatique, de bâtiments aux toits effondrés, envahis complètement par la végétation, mais de bâtiments qui étaient des bâtiments de luxe à l'époque, donc avec de magnifiques verrières où on voit sortir, qu'on perçait les branches des arbres qui poussent à l'intérieur, et ça a vraiment un côté là pour le coup extrêmement mélancolique. Et même c'est à tel point que la partie nord du complexe, qui elle est encore sous forme de ruine, qui était le sanatorium des femmes, donc il y a un immense grand bâtiment. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu cette idée étrange, mais pour pouvoir en profiter de façon touristique quand même, sans avoir à le réhabiliter pour pouvoir faire des visites, parce que ça s'effondre vraiment gravement, on a construit un espèce de sentier au sommet des arbres, qui est une espèce d'édifice en métal, qui se situe donc à une trentaine de mètres de hauteur, qui fait à peu près 500-600 mètres de long quand même, avec un peu des tours comme ça. Et au milieu des nuées, juste au-dessus des arbres, et qui permet de contempler. Alors d'abord, c'est un cul-de-sac, évidemment. Vous montez à la tour les escaliers, vous allez jusqu'au bout, et puis voilà, ça vous plongez, personne ne le fait, mais et vous revenez. Et vous contemplez la ruine. La ruine du bâtiment, le souvenir de ces femmes tuberculeuses, assez étrange comme idée, mais qui correspond bien un peu, qui m'a fait un peu penser justement à l'esprit du livre, Cette espèce de contemplation depuis les hauteurs, par la promenade, de quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et
Et alors, l'entreprise qui gère ce truc-là, il faut quand même payer 10 € pour avoir le droit de monter sur le machin. Et ça s'appelle Baum und Zeit, arbre et temps. Et effectivement, on voit les arbres et l'œuvre du temps, quoi. Voilà. En plus, avec ce côté heideggerien, c'est pour ça que je dis être et temps, mais le vrai nom, c'est arbre et temps. Et ça, c'était tellement à la fois tellement incroyable et tellement littéraire en réalité, hein, cette possibilité justement de se promener, d'être le vendeur au-dessus des arbres qui regardent les effets de la destruction. Que voilà, c'est là aussi où le livre s'est un peu imaginé dans ce parcours en métal. Alors on va parler de la ruine parce que justement, je crois que c'est un des aspects très originaux du livre, ce travail autour de la ruine, parce que j'imagine que c'est parce que c'est Berlin et que Berlin appelle capitale de la ruine. Oui, c'est ça, appelle la ruine. Moi, je crois que c'est pas anodin si la première image du livre, elle est autour de cette question de la ruine, et pour nous faire comprendre la mélancolie, parce que je crois quand même parce qu'après, il est beaucoup question des romantiques allemands, mais je crois quand même que la notion chez les peintres romantiques allemands du sublime, c'était les grands espaces où il n'y avait rien. Chez Caspar David Friedrich, c'est des mers de nuages. Il y a pas de. La ruine est un truc plus contemporain. Non, non, justement alors, parce que il y a Caspar David Friedrich, on a tous cette image là qui a hanté les disques de Beethoven, de Schubert surtout. Vous voyez tout. Non, si vous allez chez votre disquaire, là, enfin, non, vous n'irez pas, vous n'irez plus chez votre disquaire, mais il y a énormément de disques de musique romantique avec cette illustration de cette peinture de Caspar David Friedrich où on voit ce monsieur au-dessus d'une mer de nuages, là, ce marcheur, un vendeur sur une mer de nuages qui s'apprête comme à s'élancer sur les nuages. Mais il y a aussi Schinkel. Schinkel, très grand peintre, aussi architecte. On le connaît bien sûr comme architecte, mais c'est aussi un très grand peintre. Alors, il a ceci d'étrange qu'il a construit des bâtiments très éclectiques pour les rois de Prusse pendant des années. C'est lui qui a construit énormément il a fait des églises, des palais, des musées, tout ce qu'on veut à Berlin et alentour. Et il a peint des ruines imaginaires. Et dans des forêts perdues, dans des vallées magnifiques. Alors c'est un petit côté un peu esthétique, Seigneur des Anneaux, hein. Rivendell, quoi. Voilà, on arrive dans un endroit très beau avec une source, des arbres, et puis il y a une très très belle ruine là qui est là. Donc ça me fascine assez cette passion qu'ont aussi les architectes. Bon, on le sait par la suite, hein, à cause de l'architecte en chef du nazisme, Albert Speer, qui va inventer cette théorie des ruines. Mais déjà dans le romantisme, il y a ce moment-là où les architectes eux-mêmes imaginent la beauté de leurs bâtiments détruits. Ce qui est quand même d'une mélancolie incroyable, quoi, de se mettre à peindre quand on est architecte, c'est-à-dire qu'on est censé construire plutôt que détruire, se mettre à peindre des bâtiments qui ressemblent aux siens, mais en version ruinée. Il y a un peintre français aussi qui était fin 19e, début 20e. Il y a beaucoup de peintres de début ruines. 19e Ouais. qui étaient spécialisés dans les ruines aussi. Parce que il y a aussi à la fin, alors ça c'est plutôt, hein, c'est pas avant le romantisme, dans la peinture classique, le paysage classique justement de l'Antiquité. Et on représente toujours l'Antiquité avec des portiques, des colonnes doriques hyper bien faites, un peu de végétation et tous ces ordres. Toujours il faut des personnages, derrière ce. Donc c'est vrai que la trace du temps, en tout cas, est un peu un topos aussi en peinture. Oui, alors on va essayer de revenir quand même à vous et à Mélancolie des confins, parce que Mike a mon effet. Je voulais vous faire parler des ruines et du rapport entre les ruines et la mélancolie, puis finalement, qu'est-ce que ça recoupe exactement, votre idée de la mélancolie? À vous, Mathias Sénard, aujourd'hui. Oui. Parce que c'est pas forcément dans les pages, dans les 300 pages du livre, c'est pas forcément le regret du passé. Il y a pas. Non. C'est pas ça qui est à l'œuvre dans le. Je pense que ça vient vraiment de cette sensation du temps. C'est une espèce de. Alors, il y a la version théorique qui commence avec celle de Freud dans Deuil et mélancolie. On a beaucoup écrit sur la mélancolie. Il y a un auteur hongrois que j'aime beaucoup qui s'appelle László Földényi, qui est un très grand intellectuel hongrois, qui a écrit un livre qui par chance est traduit en français chez Actes Sud sous le titre justement Mélancolie, je crois.
C'est lui qui a écrit ce très très beau livre qui s'appelle Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes. Vous connaissez ce texte? Très beau texte. Et donc lui, il explique tout simplement qu'il y a dans la mélancolie, c'est cette sensation d'un deuil impossible. C'est cette sensation de deuil dont on ne sait pas quoi encore. Voilà. Une espèce de deuil à venir, deuil du passé. C'est la sensation du temps, en fait. C'est ça, pour lui, la mélancolie. Et pour moi, je suis assez d'accord avec moi. C'est-à-dire que je suis pas spécialement mélancolique au sens... c'est aussi un nom qu'on utilisait en psychiatrie pour caractériser une sorte de dépression qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais qui a trait justement à un sentiment de perte de quelque chose qu'on n'a jamais eu, qui est justement le temps. Voilà. Et pour moi, c'est ça vraiment la mélancolie. C'est cette sensation qui vous prend quand vous avez réellement la sensation que le temps est en train de passer et qui ne reviendra plus. Alors c'est pas une nostalgie, parce que la nostalgie c'est vraiment lié à un endroit, c'est la douleur du retour, le nostos. Alors que cette mélancolie, elle peut être pour énormément de choses. C'est ce moment où on est soi-même pratiquement immobile face au passage du temps. Et alors pourquoi est-ce que les confins, juste dans ce livre-là, ont quelque chose de mélancolique? Mais précisément parce que la plupart du temps, ce sont des frontières ténues, des frontières disparues, un rapport avec le temps et la mort qui s'y joue et qui s'y produit. Une des premières frontières que j'explore là dans le livre, vraiment en frontière réelle, c'est celle qui est aujourd'hui la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, qu'il est depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui a été le lieu de la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qu'on appelle la bataille de Zelo, qui se joue vraiment alors à l'époque c'était pas la frontière du tout, mais ça l'est devenu, et c'est sur ce fleuve Oder. Et bien sûr, là, dans le souvenir de cette bataille, il y a quelque chose d'extraordinairement mélancolique, puisque ce sont des dizaines de milliers de soldats qui sont morts. Les pertes sont absolument gigantesques d'un côté comme de l'autre. Et en 48 heures. Et la plupart de ces cadavres, de ces soldats morts, n'existent pas. On ne sait pas où ils sont. On sait juste les chiffres parce qu'on sait ceux qui ont combattu et on sait ceux qui ont survécu, donc on sait tous ceux qui ont disparu, mais ils sont tous, pour la plupart, pour 90% d'entre eux, ou 95% d'entre eux, enterrés dans des fosses communes perdues, on ne sait pas trop où. Alors on les met à jour de temps en temps, quand on laboure, on retrouve des ossements. Encore aujourd'hui, c'est vraiment tout le temps le cas. Et donc c'est un endroit qui est à la fois, qui a été le lieu d'une immense déflagration de violence, et qui est ensuite un des lieux d'un presque oubli de tous ces gens qui étaient là, bien au-delà des questions des idéologies des uns et des autres. Ce sont des êtres humains qui ont complètement disparu. Ça a un vrai rapport pour vous, la mort et la mélancolie. Au début, vous dites les morts seront toujours plus nombreux que les vivants. Alors après, vous passez sur ça, c'est assez fou, justement. Voilà, ça c'est un vrai principe mélancolique que de se poser cette question. Mais il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où ça a basculé, et plus on avance, et plus évidemment, plus les morts sont nombreux par rapport aux vivants, qui font pourtant beaucoup d'efforts, mais qui n'arriveront jamais à rattraper mathématiquement et à la fin, le nombre des morts. La présence de la mort au cœur même de la vie, c'est la définition même de la mélancolie. Voilà, exactement. Et ça nous amène au début à la présence, cette espèce de fascination que vous avez. Alors je crois que c'est pas innocent si vous commencez par ça, le début qui sera l'ensemble des 4 livres, par Stalingrad, parce que c'est ça, c'est exactement ça. C'est d'où elle vient cette fascination pour la bataille de Stalingrad? Parce qu'apparemment, Mathias Sénard collectionne tous les livres, vous savez tout sur la bataille de Stalingrad. Alors pas tout, mais oui, je sais pas mal de trucs sur la bataille de Stalingrad à force, que j'oublie, puis après donc je me rappelle. Alors tout ça vient, en fait, il y a
il y a plusieurs aspects dans la bataille de Stalingrad qui m'ont passionné. D'abord, ce côté basculement, c'est le tournant de la Seconde Guerre mondiale, le gigantisme des lieux. Et ça, c'est le fait d'être allé à Stalingrad qui m'a un peu fait voir ça, parce que bon, avant, j'imaginais, oui, Stalingrad, une bataille, je sais pas quoi, mais quand on voit la taille de la ville, la largeur du fleuve, vraiment les dimensions absolument incroyables de cette plaine, et qu'on essaye de positionner un peu les différentes troupes de l'époque, on se rend compte que c'est des distances qui sont gigantesques. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre on va dire de ce qui était le côté allemand de Stalingrad, il y a presque 100 km, hein, donc c'est pas du tout une petite bataille, c'est quelque chose d'extrêmement gigantesque dans la neige. Et puis il y a l'enfermement, il y a le siège, oui. Parce que quand même après, une fois que les soviétiques ont refermé leur piège autour de la 6e armée allemande, ces gens sont là, dans la neige, au plus froid de l'hiver, ils n'ont rien. Et ils sont assiégés, ils sont harcelés, ils meurent à petit feu, de toutes les raisons possibles de la mort, ils se mangent entre eux, parce que c'est une des choses aussi qu'on raconte assez peu de Stalingrad, c'est que c'est un dernier grand cas de cannibalisme collectif, hein, on mange les cadavres. Et puis, au bout d'un moment, voilà, ils se rendent parce que, contrairement aux ordres d'Hitler, le commandant en chef de Stalingrad dit que, évidemment, tout ça ne rime absolument à rien, que c'est juste poursuivre la torture de ces soldats. Ils se rendent. Et tous ces soldats allemands sont faits prisonniers par les soviétiques et emmenés dans des camps. Et un d'entre eux, c'est un petit officier qui s'appelle Heinrich Gerlach. Il est un peu mieux traité que les autres dans son camp, parce que beaucoup de soldats durant vont mourir de faim, de froid, dans les camps de prisonniers même. Et les officiers, non, ils sont un peu mieux traités, et lui, il peut écrire. Et donc, il fait le récit de sa bataille de Stalingrad. Il écrit un roman, vraiment, un roman autobiographique, où il écrit depuis le début sa bataille de Stalingrad. Et les prisonniers allemands survivants sont libérés au fur et à mesure, mais bien tard, hein, jusqu'au début des années 50. Ils finissent par rentrer tous seulement au milieu des années 50, hein, donc 10 ans après la fin de la guerre. Il rentre en Allemagne, et au moment où il quitte le camp de prisonniers, on lui confisque son manuscrit. Les soviétiques, les Russes, lui confisquent son manuscrit et ne le laissent pas partir avec. C'est les services secrets qui gardent son texte. Donc il rentre en Allemagne, il est choqué par ça, il essaye de réécrire ce livre. Déjà, quelques années, longtemps après la bataille, il se dit je veux réécrire, et il n'y arrive pas. Et là, il demande l'aide par vous lirez dans le livre, je raconte ça, il demande l'aide d'un hypnotiseur de Munich qui dit qu'il peut lui faire retrouver la mémoire et réécrire son livre. Donc il y a toute une aventure autour de ça, et finalement il réécrit effectivement un livre de ses souvenirs de Stalingrad, un roman assez long et assez précis sur sa bataille. Et puis, à la chute de l'Union soviétique, pendant quelques années où les Russes ouvrent les archives aux chercheurs étrangers, une dizaine, quinzaine d'années jusqu'au début des années 2000, il y a un chercheur allemand dans les archives soviétiques qui tombe sur la première version du texte et qui l'édite et qui la publie. Entre-temps, Gerlach est mort. Donc on a les deux versions de sa bataille de Stalingrad. On a celle qu'il écrit juste après dans le camp prisonnier et celle dont il a le souvenir, qu'il a reconstitué par sa mémoire et l'hypnose. Donc on peut les comparer. Et c'est un jeu absolument extraordinaire de se dire, mais... Et on voit, enfin, c'est la sensation que j'en ai, en tout cas, que ce qui se produit, c'est l'invention de la littérature, c'est la distance. C'est-à-dire le texte, le second, est bien plus distancié, il va beaucoup plus vite, il y a peut-être moins de détails, moins de précision, mais
à mon avis, il est plus puissant que le premier, hein, qui lui est vraiment essaie de tout dire, de tout mettre, et plutôt de l'ordre du témoignage que de la littérature. Donc c'est aussi pour ça que Stalingrad m'intéresse. Et puis il y a toute une partie de littérature, c'est-à-dire que je pense que c'est la bataille sur laquelle on a le plus écrit. Des témoins, bien sûr, et dans le plus de langues, parce que il y a des Russes, bien évidemment, hein, Nekrasov, premier grand best-seller qui raconte juste une partie de la bataille de Stalingrad, et qui a été un best-seller soviétique dès les années 40. Bien sûr, Vassili Grossman, on connaît tous Stalingrad, Vieil Destin, les deux parties de cette fresque, mais aussi en italien, parce que les Italiens qui sont obligés de reculer sous le coup des Russes dans la plaine du Don, c'est le fameux Sergent sous la neige. Il y a beaucoup de textes comme ça qui sont absolument géniaux, et extrêmement importants pour la littérature du XXe siècle, qui racontent aussi cette bataille de Stalingrad. Donc c'est pour ça que c'est un centre, je pense vraiment aussi littéraire. Voilà. Mais c'est un peu ennuyeux de parler de bataille. Mais... Non, mais parce que c'est ça qui est à l'œuvre dans le livre. Parce qu'il faut bien comprendre que le livre s'organise comme ça, avec la déambulation du narrateur et les afflux de mémoire qui arrivent. Alors où on se dit des fois que vous jouez de l'érudition, et en même temps, parce qu'il y a des citations de choses, et en réalité... Vous avez quelque chose vous avez quelque chose de définitif à nous dire sur ce que c'est que la littérature, enfin sur ce qu'elle. Définitif, je sais pas. Mais si. Ouais. Si, je trouve le passage. Raconter, c'est franchir la distance qui nous sépare de l'absent. C'est enfouir par le langage le réel dans l'irréel, dépecer le monde pour l'offrir comme la fumée des cuisseaux de chèvre, des sacrifices achéens, à des dieux silencieux. La littérature est cette fumée, réseau divin qui signifie l'absence de ce qui l'a provoqué à jamais. Je continue un tout petit peu. Tout ce qui rentre en littérature passe les confins du monde, des fantômes, et pénétrant l'univers du langage, abandonne son enveloppe charnelle. Le monde du texte est un spectre. Oui, ça c'est très juste. Oui. Et puis c'est très définitif aussi. Pour moi, en tout cas, c'est parce que qu'est-ce qui fait la différence entre la réalité de la bataille de Stalingrad et les récits de la bataille de Stalingrad? C'est ça, c'est que tout est désamorcé, tout est dans le langage. Hein. Il y a, bien évidemment que quand on lit, alors on peut peut-être ressentir le froid, la douleur, mais évidemment, tout ça n'existe pas par les mots. Et tout ce qu'il en reste, ce sont des mots. Et on voit bien avec cette histoire aussi de Gerlach, du type qui cherche à se souvenir de sa bataille, qu'il y a quelque chose d'infini là-dedans, hein, qu'on pourrait raconter les mêmes choses soi-même des dizaines et des dizaines de fois. Et oui, ce qui reste, c'est le langage, c'est quelque chose d'autre, d'un autre ordre, qui permet de partager aussi. J'ai l'impression que c'est ça, au fond, qu'on apprend à la fin du livre, avec mais on va le citer aussi, avec ce que vous dites d'Aristote, c'est que la littérature, elle sert à ça. Et je trouve que c'est la grande leçon du livre, et c'est pas... Enfin, c'est pas pour rien que c'est lié avec l'idée de la mélancolie, parce que c'est quand même c'est mélancolique en diable de percevoir la littérature comme ça. Ah oui. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait la percevoir autrement. Il y a des gens qui le perçoivent pas comme qui le perçoivent comme quelque chose d'accessoire, comme quelque chose de pas important. Ah oui, on peut aussi dire de pas viscéral. Tout ça oui. Oui, ça, je suis d'accord, c'est vrai. Non, dans l'importance que je lui accorde. Oui, peut-être parce que pour moi, elle est centrale et j'ai du mal à imaginer un monde ou même des êtres humains pour lesquels elle n'aurait aucun sens, quoi, qui garderait. Alors que peut-être ça existe quand même, je vois. Mais oui, mais c'est parce que le livre fonctionne comme ça. Le livre fonctionne parce qu'il y a un moment où on voit passer quelqu'un à l'angle d'une rue et paf, ça va vous faire penser à Peter Schlemihl parce que vous n'avez pas vu son ombre. En fait, le livre peut-être il l'a vendu avant. Mais le livre nous rappelle ça sans cesse que la littérature, elle est.
alors ça c'est un autre aspect, mais je voulais en parler plus tard, mais que la littérature, elle existe parce que vous avez lu. La littérature que vous écrivez, elle existe parce que il y a les autres livres avant. Vous faites partie d'une chaîne. Bah oui, c'est difficile de s'imaginer comme étant, l'existence même de librairie fait qu'on est un peu obligé de savoir que d'autres auteurs existent. Même si ça fait pas forcément plaisir, hein, on préférerait être tout seul, mais néanmoins. Non. Ça, je suis sûr que non. Je suis sûr que vous aimeriez mais pas. Moi non, moi justement j'aime bien la compagnie des livres, j'aime bien le fait d'en lire, et c'est vrai que pour moi en tout cas dans ce cycle-là, c'est aussi une façon de se promener dans la littérature, voilà, et de retrouver des textes, d'en parler, et de proposer aussi aux lecteurs de poursuivre le voyage ailleurs s'ils en ont envie. C'est aussi ça le principe. Ça, c'est l'autre grand partage thème. C'est l'autre dans grand les thème livres. du livre. C'est l'amitié. Oui. C'est un formidable livre sur l'amitié, et l'amitié, elle commence avec. Vous l'illustrez par le compagnonnage Goethe et Schiller. Ça commence par ces grands poètes et écrivains romantiques allemands qui sont dans une sphère de l'amitié, que vous poursuivez au cœur du livre avec l'épisode avec Claro, puis avec l'Arnaudi, où on voit bien que c'est une histoire d'amitié et que l'histoire d'amitié, c'est une histoire de littérature aussi. Oui, dans notre cas. Il y a bien un côté d'amitié littéraire, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs personnages. Les personnages aussi sont réels, hein, je les invente pas. Oui. Et même, voilà, je leur ai demandé s'ils souhaitaient apparaître sous leur vrai nom ou pas. Certains ont dit oui, d'autres ont dit non, mais donc on en reconnaît certains parce que ils ont des noms de plumes qui publient. Mathieu Larnaudi, Claro. Robert, lui, n'a pas publié. Si c'est son. Robert, si, c'est moi qui l'ai traduit. Robert, il est publié au Cherche Midi. Ouais. Et c'est moi qui l'ai traduit au Cherche Midi, un livre qui s'appelle Proust Fiction. D'accord. Et oui, on était ensemble à Berlin. Donc, voilà, ce sont aussi raconter des amitiés littéraires, comme ont pu faire d'autres avant moi. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié littéraire ? Bon, c'est une amitié où en plus on parle de livres, quoi, en gros. Bah, rien de. Mais comme j'ai toujours ce truc un peu obsessionnel de vouloir aller voir des choses ou croire aux coïncidences des noms de lieux et du coup je les ai emmenés pour certains d'entre eux dans des randonnées ou des promenades urbaines qui avaient à voir avec certaines choses de littérature, ouais. Mais oui, au-delà du fait qu'on soit écrivain, c'est vrai que pour moi l'amitié c'est vraiment, je pense, moteur, c'est extrêmement important. Je ne saurais pas vivre sans amis, justement pour le partage incessant, le plaisir tout simplement de la présence d'autrui. Voilà. Et ce livre est aussi un peu un petit traité d'amitié. Y compris l'amitié avec les livres. Parce que ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a ça fonctionne de la même manière. Alors, l'amitié avec les livres, l'amitié avec les auteurs morts, ceux que j'ai jamais rencontrés, il y a aussi quelque chose, une forme d'une fraternité, quelque chose d'un peu collectif qui se joue là. On aime aussi des personnages dont on a fréquenté les livres pendant longtemps, même si on les connaît pas. Ils nous accompagnent. Même si, bon, après, on a tendance un peu à oublier leurs défauts, à plutôt les voir comme des gens parfaits. Mais oui, aussi. Ouais. J'ai retrouvé le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Vous appelez ça, c'est la loi de Virchow. La loi de Virchow, toutes les cellules proviennent de cellules et tous les livres proviennent de livres. Tous les textes proviennent de textes. On a longtemps pensé que les textes et livres naissaient des mots, mais non, ils proviennent d'autres textes, d'autres livres, comme les cellules d'un corps humain. Alors ça vient d'une véritable loi de sciences naturelles. Hein. En fait, il faut des cellules pour fabriquer des cellules. Pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait fabriquer des cellules à partir de rien. Mais en fait, c'est pas le cas. Il faut déjà une cellule pour faire une cellule. On sait pas faire autrement. Bon. Donc, alors tout ça pose la question. Alors, vous posez immédiatement, mais alors qu'est-ce qu'il y a au départ ? Bon, plein de scientifiques se posent cette question-là, mais néanmoins, on sait qu'il y a cette fameuse loi de Virchow, qui est un scientifique allemand du 19e siècle, qui découvre ça. Et je me suis dit, mais les livres, c'est pareil, en fait.
Les livres, il suffit pas d'avoir des mots. Les livres ne peuvent naître que de livres. Et le texte naît de textes et pas uniquement de mots. C'est-à-dire qu'il y a au départ, il y a des textes premiers, des livres premiers. Et alors, tout comme la question de la cellule, c'est assez mystérieux. Mais néanmoins, je suis assez persuadé de ça, oui. Que les livres naissent plutôt sont engendrés par d'autres livres. Après, au départ, si on ne sait pas quelle est la cellule de départ pour la littérature, on sait qu'au départ, il y a l'Odyssée et l'Iliade, et puis voilà. Exactement. Je pourrais croire ça. Voilà. En tout cas, il y a une partie des livres de ce côté-là du monde, en tout cas. Ouais, oui, voilà. Alors, tiens, puisque ça, c'était une question que j'avais. Quand on regarde finalement les 4 points de la boussole, nord, sud, est, ouest, donc il y aura les Balkans, il y aura la péninsule espagnole et portugaise, l'Amérique, et point de Moyen-Orient, point de. Alors je me suis dit, mais Vous je me suis demandé pourquoi une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le Moyen-Orient, il est présent dans le livre de 2025, façon plus diffuse, notamment à la fin, avec cette autour de la publication de son roman Lundi, ils nous aimeront, édition mal Verdier. le prononcer sur les poèmes, les suspendus, je sais pas comment. Oui, les Malarates, les Voilà, poètes arabes de pré-islamistes. Mais aussi, il y a beaucoup de Syriens dans le livre. Et on va en parler de la Syrie. Mais je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas un volume. Pourquoi il n'y avait pas un volume sur le. Est-ce que c'est parce que c'est pas un endroit de mélancolie pour vous? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que pour moi, c'est un endroit du roman et j'ai un gros roman en préparation sur le Moyen-Orient. Très bien. Et donc, et j'en ai déjà parlé par ailleurs. Donc là, c'était aussi une façon. J'aime pas me répéter, j'aime pas revenir trop sur les choses que j'ai déjà dites. Donc, c'est une façon de boussole, d'arpenter des territoires sur lesquels j'avais pas encore écrit. Donc Berlin, et puis là les Balkans, même si j'ai déjà un peu parlé des Balkans, mais ce sera pas de la même façon. Et puis l'Argentine n'est pas encore dans mes livres. Très bien. Donc l'amitié s'est fait. Oui, il y avait quand même cette présence des surréalistes avec l'hypnose et Mesmer. Vous en avez un peu parlé. Ça, c'est assez truculent cette histoire. Ça, justement, c'est une autre frontière. C'est une frontière entre soi et soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, un peu aller au-delà dans l'intérieur de soi par l'hypnose. Donc je parlais de l'hypnose pour retrouver la mémoire de Gerlach, là, ce soldat de Stalingrad, mais aussi bien sûr les séquences de Robert Desnos avec les surréalistes. Ça, c'est des épisodes absolument incroyables. Desnos est tellement facilement hypnotisé qu'il tombe comme ça en hypnose en 2 secondes, puis on peut lui faire dire des choses, dessiner, alors tout le monde s'amuse un peu avec lui comme s'il devenait un cobaye. Et ces séquences animées par Breton et un peu moins Aragon sont juste fascinantes. C'est une histoire d'amitié aussi, ça. Oui, c'est aussi une histoire d'amitié. Et puis l'histoire de l'origine de l'hypnose et du magnétisme, puisque ça va avec dans l'évolution scientifique. Et c'est aussi de très beaux charlatans qui ont quand même réussi à mystifier toutes les cours européennes pendant des années. Oui. Et je me suis demandé du coup, dans la manière dont vous avez, dont le livre s'est agencé au fur et à mesure, est-ce que vous étiez dans un lâcher-prise, puisqu'on est sur un jeu comme ça d'afflux de mémoire, parce qu'il y a tout un moment dans le texte, à la première lecture en tout cas, où on n'apprend pas forcément qu'on est sur une seule et même journée, une seule et même après-midi, parce que vous passez du coq à l'âne où il y a un mot qui fait appel et puis vous glissez. C'est plein de bifurcations et de. Oui, c'est pas très grave ça. Non, c'est pas grave. Mais vous, comment vous l'avez construit? Est-ce que ça a été très précisément construit? Bien sûr, oui. Je savais qu'il y avait certains moments du temps dans lesquels on allait vraiment me voir physiquement à certains endroits dans Berlin. Et puis d'autres où on allait partir un peu dans d'autres dimensions. Parce qu'il y a aussi des choses qui m'intéressent, que j'étais content de raconter. Par exemple, l'histoire des voyages en ballon, des questions météorologiques, qui m'intéressent et qui sont sans doute passionnantes. Voilà, savoir que... parce qu'à Berlin, il y a un ballon. Alors ces ballons... C'est dans Kreuzberg, un endroit, c'est un ballon qui est aux couleurs du journal Die Welt et qui est un ballon ascensionnel avec une nacelle. Il est toujours gonflé et puis on le lâche, hop, on monte
pendant à peu près un quart d'heure, on monte assez haut, puis après on tire et on retrouve le sol de Berlin là où on l'a laissé, quoi. Mais ça permet quand même de voir le ciel au-dessus de Berlin, justement, donc comme le titre allemand du film de Wenders, les ailes du désir, ça s'appelle en allemand le ciel au-dessus de Berlin. Donc une façon de voir ce ciel au-dessus de Berlin, c'est justement de monter dans cette montgolfière. Alors moi j'ai terriblement le vertige. Et donc, c'était pas du tout une bonne idée. C'était cet ami alors qu'on passait devant, qui m'avait forcé à monter dans ce truc. J'avais une trouille pas possible. Je détestais ce voyage. Mais je me suis dit, bon, alors c'est quand même pas mal l'idée des voyages en ballon, parce que voilà, il y a un voyage en ballon aussi assez célèbre de Robert Walser, oui, dans une de ses histoires, qui a été racontée par Sebald dans le texte qu'il consacre à Walser. Donc, c'est un peu une espèce de... Voilà. Et puis, nous, on a la chance... Ah, ça, c'est génial. On trouve ça en PDF. C'est dans le domaine public, très facilement sur Internet. C'est Les voyages en ballon de Camille Flammarion. Ah, alors ça, c'est absolument génial. C'est des voyages en ballon autour de Paris, où ils racontent... Alors, ils font des voyages en ballon, donc on est dans les années 1860, peut-être même plus tard, peut-être 1880. Et alors, ils se préparent à partir en pique-nique. Hein, c'est comme un pique-nique, sauf qu'ils prennent un ballon et puis ils disent, oh, on va les pique-niquer au-dessus de tel endroit. Alors donc, ils sont très contents. Ils regardent à leur nacelle tout Paris. Je sais pas, il y a quelque chose de très joyeux dans le voyage en ballon par rapport au voyage en hélicoptère, par exemple, qui est quand même moins marrant, beaucoup plus bruyant. On se voit pas trop pique-niquer dans un hélicoptère. En revanche, le voyage en ballon, lui, me plaisait beaucoup, surtout parce que je m'intéressais à ce moment-là à la météorologie, et notamment à ce texte d'Aristote qu'on lit très peu aujourd'hui, parce que les écrits scientifiques d'Aristote, évidemment, scientifiquement, ils valent plus rien, donc on les lit pourquoi quand on veut vraiment tout connaître d'Aristote, ou quand on a un peu un intérêt pour la poésie et les choses un peu poétiques, comme c'était mon cas. Pourquoi ? Parce que c'est très très beau, les écrits d'Aristote sur la météo. Alors, ce qu'il appelle les météores. Les météores, c'est les phénomènes météorologiques, on dirait aujourd'hui. Et notamment les météores ignés, c'est-à-dire les météores du feu, c'est-à-dire les éclairs, tous ces phénomènes de la nature très violents. Et c'est assez magnifique la façon dont Aristote, dans son système, trouve des explications pour tout le monde, pour tout. Tout est expliqué. Alors évidemment, rien n'est juste dans les explications qu'il donne, selon ce qu'on en sait aujourd'hui. Mais néanmoins, tout est extraordinaire. Par exemple, il est assez... Enfin, on sent qu'il a une intuition, mais comme il n'a pas les bonnes prémices, du coup, il en tire des mauvaises conclusions. Par exemple, pourquoi est-ce que dans l'orage, on entend le tonnerre avant l'éclair ? Alors, nous, on a une explication, mais lui, il dit, c'est très simple. Hein. C'est parce que l'œil est plus rapide que l'oreille. Voilà, parfait. Ouais. Et en un sens, mais c'est pas dans le sens, lui il le voit depuis forcément la perception. Il pense pas que c'est le phénomène lui-même qui est plus rapide par la lumière que le son. Mais il dit voilà non, donc c'est la seule façon de justifier ça, c'est que l'œil est plus rapide que l'oreille. Voilà. Ce qui me semblait assez beau. Voilà, il y a plein de choses comme ça sur la. Si vous vous intéressez à être passionné de météo et de nuages, parce que tout ça vient de la forme des nuages, qui est un intérêt qu'ont eu tout le temps les hommes pour beaucoup de choses, la divination, justement la météorologie, prévoir le temps qu'il fait, mais aussi simplement profiter, être allongé dans l'herbe et regarder les nuages. Mais pourtant, leur classification scientifique, c'est assez tardif en fait. C'est le XVIIIe siècle, et qu'on retrouve certains dans le latin, et puis on en invente d'autres. Et Goethe a quand même ce livre, alors parce que Goethe a toute une partie de son œuvre qui est aussi, c'est un naturaliste, botaniste, et aussi traité il des s'intéresse couleurs. Le traité des couleurs, bien sûr, qu'on connaît, un traité d'optique très important, et puis le traité des nuages. Et rien que le nom, moi, me fait rêver. Je suis hyper jaloux de Goethe d'avoir ce titre-là, le traité des nuages. C'est juste génial. C'est un tout petit texte, ça fait une 50aine de pages, où il rajoute un peu à la nomenclature de son époque. Et c'est juste des descriptions de nuages, quoi. Non, je vous posais la question tout à l'heure de la manière dont c'était écrit, si on était dans le vagabondage et s'il y avait une part de lâcher prise et d'improvisation, parce que
Parce que je trouve que ce dernier chapitre, celui d'une foule de nuages, donc le dernier chapitre avant l'ultime qui est le début du tome 2, je l'ai, à la relecture, je l'ai trouvé merveilleux de synthèse de tout ce qu'il y avait avant. On commence sur cette, et oui, mais vraiment merveilleux, parce qu'on va retrouver le Wanderer, on va retrouver Lenz, on retrouve le début, la citation via Büchner, donc des larmes que vous avez probablement versées dans les premières pages en sortant de la clinique. Voilà, il est d'une, et puis l'explication des poèmes pré-islamistes. Voilà. Et donc là, je me suis dit, en fait, tout ça, c'est extrêmement, voilà, c'est très cadenassé. Non, cadenassé, non, mais en tout cas, oui, c'est pensé pour que un peu comme en musique romantique ou en musique classique. Un accomplissement. Oui, voilà, on retrouve un peu dans la coda les différentes variations sur lesquelles on a travaillé avant, quoi. Voilà. Et oui, il faut bien conclure un peu. Et donc, pour fabriquer ce dernier chapitre, je reprends un peu effectivement des éléments en les développant par lesquels on est passé avant. Ben alors peut-être une question sur la musique, comment la présence de la musique, parce qu'on le voit avec Schubert, avec le Wanderer, parce que, mais peut-être plus globalement, est-ce que la musique c'est quelque chose aussi qui oui, bien sûr. Non, mais tous ces livres cette série-là est, même si, alors on parle de musiciens aussi, hein, de Berlioz, peut-être un peu de Schubert et tout ça, mais bien sûr, on va voir avec la musique en tant qu'elle imprègne aussi les phrases, le monde. Et oui, c'est vrai que c'est une de mes passions, une de mes marottes. Et donc ça donne une couleur à la mélancolie. Il y a une couleur du volume nord et il y aura une couleur différente. Exactement, la couleur sera très différente. En fait, là, le volume que je suis en train de faire, c'est celui qui est entre Trieste et Istanbul, hein, qui sortira au printemps. Et là, bien sûr, on est sur d'autres formes de musique qui sont aussi d'autres frontières très, très changeantes, hein, aussi, pareil, des frontières disparues, parce que dans le volume sur Berlin, il est aussi question, bien sûr, de toutes ces frontières qui ont disparu, et notamment celle du mur de Berlin, qui est encore là, mais qui n'est plus là, qui a duré 30 ans, et puis qui est un peu une espèce de fantôme, et qu'on retrouve dans la ville, dans l'Allemagne, et puis tristement dans le vote aujourd'hui des Allemands de l'Est, des ex-Allemands de l'Est. Donc cette frontière, elle existe encore, même si elle est plus prégnante. On la voit par endroits. Donc c'est aussi des frontières disparues. Et le trajet entre Trieste et Istanbul, là, on est au milieu des frontières qui ont changé tous les 10 ans. Par exemple, Trieste a été jusqu'en 1955. Bon, d'abord, c'était autrichien. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, c'est revenu à l'Italie. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été pendant tout un moment dans un état tampon entre la Yougoslavie et l'Italie, où il y avait une zone d'occupation anglaise et américaine et une zone d'occupation yougoslave. Ensuite, c'est revenu à l'Italie au milieu des années 50. C'était un cul-de-sac, puisque derrière, il y avait la Yougoslavie titiste, mais ça a toujours été une ville bilingue, voire trilingue, à la fin du 19e siècle. Donc, toutes ces transformations de la ville, on peut retrouver les mêmes exactement si on va un peu plus loin en Croatie, si on va en Slovénie, si on va en Bosnie, bien sûr. On va toujours passer par des frontières un peu floues, linguistiques, qui ont été déplacées par la guerre, par la violence, mais aussi par le temps, l'industrie, enfin énormément de façons de transformer tous ces espaces-là jusqu'à la limite de la Turquie d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour ça un espace d'une richesse extraordinaire en matière de frontières. Il y a un autre confin que j'aimerais bien qu'on ramène aussi, c'est celui qui occupe une bonne place au milieu du livre sur la Syrie. Ça commence par la manière dont... Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de volume moyen-oriental. C'est parce que pour moi le Moyen-Orient est un peu partout, et notamment à Berlin, parce que effectivement, quand on habitait là-bas, donc dans ces années-là, qui correspondent au moment le plus violent de la guerre civile syrienne, on sait que les Allemands ont accueilli plus d'un million de réfugiés syriens, et beaucoup d'entre eux sont arrivés à Berlin.
Et on était là à Berlin et on a vu arriver comme ça par vagues des dizaines de milliers de personnes qu'il fallait aider, écouter, il fallait leur montrer juste ne serait-ce que le bureau pour aller obtenir des papiers et ainsi de suite. Et donc dans notre quartier, on était comme ça très très actifs avec eux. Et j'ai fait ces deux rencontres, ces rencontres, dont une particulièrement un peu traumatique, hein, que je raconte dans le livre, de comment est-ce qu'en fait, parce que ce qui parvenait avec les Syriens, c'était aussi les histoires terribles, terrifiantes de ce qui se passait en Syrie à ce moment-là. Et bien sûr, le traumatisme de guerre de ceux qui avaient perdu, un frère, un père, un enfant, ou qui avaient été même victimes de torture, d'enfermement arbitraire, bref. Et tout ça arrivait en même temps que à Berlin. Donc ça, c'est un peu aussi présent dans le texte. Oui, c'est l'histoire de Rami qui est très touchante. Rami, ouais. Ouais. Et il y a l'autre aspect, j'aimerais bien que vous racontiez, ces enfants réfugiés qui se réfugient dans le sommeil. Ouais. Alors ça, pour ne pas avoir à annoncer aux parents. Syndrome, alors ça existe depuis les années 80. Enfin, ça doit exister de tout temps, parce que c'est sans doute une possibilité de la psyché humaine. Ouais. Mais ça a été décrit comme tel en Suède dans les années 90. Ce sont des enfants qui sont venus réfugiés avec leurs parents de Tchétchénie, certains de Syrie, qui, alors généralement assez jeunes, entre 9 et 12 ans, quand on signifie à leurs parents qu'ils vont être expulsés, tombent dans le coma. Les parents qui ne comprennent pas, voilà. Parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et au début, on ne comprenait pas pourquoi ces enfants tombaient dans un espèce de coma léthargique, une léthargie profonde, impossible à simuler, hein, parce que c'est vraiment une léthargie très profonde, donc il faut vraiment les intuber, mais ils sont comme endormis très profondément. Et puis on s'est penché un peu sur cette question et on a découvert que ces enfants, c'était eux qui traduisaient à leurs parents toutes les décisions, les médicales, politiques, administratives du pays d'accueil. Et en fait, c'est ces enfants qui, pour éviter la culpabilité liée au fait d'annoncer à leurs propres parents qu'ils allaient être expulsés, se débranchaient complètement dans le sommeil le plus profond. Et ce syndrome-là, qui a été bien décrit, hein, qui est tout à fait réel, il y a même eu un film de fiction qui est sorti l'année dernière là-dessus. Et oui, je raconte ça aussi dans le livre, un peu en détail. Ouais. Parce que moi, ça m'a rappelé un texte de Aaron Appelfeld qui raconte ça dans un roman, un gamin. Ah oui, tiens, je savais pas ça. Oui, à la fin de la guerre, qui se retrouve avec les flots de réfugiés qui ne sont pas morts dans les camps, sur les plages italiennes du côté de Naples. Et c'est le garçon qui voulait dormir. Et lui, il se réfugie complètement dans la catalepsie et dans le sommeil plus que profond, qui peut durer plusieurs jours. Là, on parle de moi, hein, dans le cas de ces enfants. Mais alors, parce que je pense que pour Appelfeld, c'est une expérience ou qu'il a vécu lui, ou qu'il a vu sur les plages en 1945. Ça m'a vraiment rappelé ça. On va s'arrêter là. Alors, on va passer à la dédicace. Mathias, merci infiniment. Non, merci Nicolas, merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre Mathias Hénard à l'occasion de la publication aux éditions Actes Sud de Mélancolie des confins Nord, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 11 juin 2025. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio, en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.